Vous écoutez Arte Radio. Ça fait quelques jours que je suis inquiète. Ce jour-là, je rentre du travail. Tu es avec lui dans l'appartement. Tu as entre 1 et 2 ans. Et il va y avoir une crise de mysticisme. Et il parle dans la rue, il ameute les voisins. Et il y a pas mal de jeunes qui rigolent, qui sont complètement tordus de rire, parce que lui raconte qu'il a fondé une nouvelle religion. Et puis il n'arrête pas de parler, en fait. Il parle. Je ne suis pas capable de me rappeler tout ce qu'il dit, parce que moi, là, le ciel me tombe sur la tête. Et je sais que tu es dedans, avec lui. Et moi, je ne sais pas quoi faire, en fait. Je ne sais plus qui je suis, qui il est, qui on est. Enfin, tout est... c'est un tsunami, en fait, dans notre vie. Depuis toujours, j'ai peur d'être folle. Et pendant mon adolescence, je passais mon temps sur Doctissimo à m'auto-diagnostiquer des maladies. Aujourd'hui, je continue de faire la même chose, mais sur Instagram. Je passe des heures à scroller sur des pseudo-comptes médicaux en étant convaincue selon les jours d'être bipolaire, dépressive, schizophrène. Enfin, un peu n'importe quelle maladie. Cette obsession pour la folie, elle ne vient pas de nulle part. Parce que mon père est fou. Le nom exact de sa pathologie, c'est psychose maniaco-dépressive, bipolarité psychotique avec délire mystique. C'est comme ça qu'on disait en 1997. C'est l'année de son diagnostic. Depuis, il est lourdement médicamenté. Et aujourd'hui, je me dis qu'il a peut-être été mal soigné. J'ai oublié de vous dire une chose. Mon père est noir. Il est né à Dakar, il est arrivé en France à 17 ans. Et pour parler de ses troubles, une de mes tantes sénégalaises me disait « la maladie des Blancs ». Alors que récemment, une étude de l'OMS indiquait que l'Afrique était le continent où le taux de suicide était le plus élevé au monde. Alors, je vais mettre ça même ça, vous présenter ça mieux, c'est pas joli, là. Donc mon père est noir, moi je suis métisse et je me pose des questions. 1, 2, 3. La maladie mentale, est-ce que c'est une affaire de blanc, comme disait ma tante ? Est-ce qu'on peut se soigner de la même manière si on a grandi à Dakar, à Tokyo ou à Paris ? Est-ce que l'ethnopsychiatrie aurait pu aider mon père ? Si je me pose autant de questions, c'est parce que moi, j'en ai aucun souvenir. J'ai emmené la salade, la vinaigrette, des assiettes, le pain il y est. On n'a pas de confiture, mais c'est pas grave. Pour comprendre l'état d'esprit de mon père au moment où il est tombé malade, je vais demander à la personne qui pourra le mieux m'en parler. Tu vas me poser des questions ou c'est quoi là maintenant ? Ma mère. Je me rappelle pas toujours très bien parce que c'est quand même l'angoisse de voir tout ce monde là près du balcon qui l'écoute. Je sais pas du tout quoi faire. Je n'ai jamais connu ni entendu parler d'une situation similaire. Tu es dedans toi et tu pleures et lui il s'occupe pas de toi et moi j'ai peur. Et puis après je ne me rappelle pas très bien. Mais je sais que j'ai appelé un médecin qui est venu, qui dit qu'il faut l'hospitaliser. Donc il y a des ambulanciers qui vont venir, mais lui, il va refuser de partir, disant que ce sont tous les autres autour de lui qui vont mal. C'est lui qui détient la vérité. Et puis après qu'il est... Donc les ambulanciers, ils n'ont pas le droit d'emmener quelqu'un qui ne veut pas de lui-même être hospitalisé. C'est donc la police qui viendra le chercher. Et c'est très violent. C'est très violent et je m'en suis beaucoup voulu d'avoir fait ça. Parce qu'après, il va donc être en hôpital psychiatrique. Après, il va me raconter que lui, ils l'ont attaché dans la camionnette, dans le fourgon. Et donc, c'est extrêmement culpabilisant. Et lui, il va être enfermé dans une chambre qui est absolument horrible, où il n'y a pas de miroir, où il n'y a pas de poignée, parce qu'après, je vais pouvoir aller le voir, et donc je vois la chambre, il n'y a pas de clenche, il n'y a pas d'objet contondant sur lesquels il pourrait s'accrocher et se faire du mal. C'est un enfermement psychiatrique. À aucun moment, je me suis sentie en danger, jamais. Et j'ai juste eu peur de la déraison, mais pas peur de lui.
Et toi, je sais que tu t'inquiètes, tu te demandes où est ton père. Et j'aurais voulu t'emmener, mais je n'ai pas le droit de t'emmener à l'hôpital psychiatrique. Donc il va avoir un traitement très lourd qui va le faire dormir, où il va oublier ce qui lui est arrivé au départ. Il va devenir quelqu'un qui n'a plus d'énergie du tout. Puis au fur et à mesure, il va arrêter de prendre les médicaments, il va retrouver cette énergie, et tous les deux, on va imaginer que la maladie est du passé, et que c'est fini, et qu'on peut reprendre une vie normale. Et c'est ce qui va se passer, on va reprendre une vie normale jusqu'à la prochaine crise. Pendant 5 ans, on va vivre au rythme des crises psychotiques. Il va faire des allers-retours à l'hôpital psychiatrique. Et puis moi, je ne vais pas en parler autour de moi. Et ça va être comme ça jusqu'à ce que tu aies 7 ans. Jusqu'à présent, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée de ce qui a pu être l'élément déclencheur sur la première ou sur les autres crises. Là, tu as de la sauge, là, du thym dans les choses alimentaires. Sinon, c'est que des lauriers, du lilas, et un citron cette année. Au début, quand je me disais, mais va voir quelqu'un, fais-toi soigner par la psychiatrie, etc., elle me disait, mais non, ça ne me correspond pas. Je ne peux pas me soigner comme ça. Il est sénégalais, il est dans une autre culture et la façon de le soigner comme ça ne marchera pas. Il va faire un voyage au Sénégal, il va aller voir un marabout et il va revenir avec une bouteille d'eau, avec des gris-gris, avec des choses. Je m'accroche à tout, de toute façon, on veut tout essayer, on essaye tout. Ce que je comprends, c'est que ma mère n'avait pas de problème avec l'idée qu'il aille voir un marabout au Sénégal. L'arbre devant la maison, c'est une... Tous les deux, ils avaient bien compris que la psychiatrie n'était pas la seule option à l'époque. C'est bien ça. Cool, Ce dont je me souviens, c'est que moi, j'étais pas très à l'aise avec cette idée. J'ai 8 ans et en rentrant de l'école primaire, ma mère me dit « Ton père est allé voir un marabout ». Et je me souviens d'avoir honte de cette information. Je me souviens de me dire qu'il était complètement fou. D'ailleurs, après ça, je n'ai plus jamais posé de questions. Le pire dans la honte, c'est que ça empêche d'avoir de l'empathie. J'ai jamais eu d'empathie pour mon père. Cette honte, elle m'a suivie jusqu'à l'âge adulte. Jusqu'au jour où j'ai découvert l'ethnopsychiatrie. Dans l'ethnopsychiatrie, déjà, on ne soigne, on n'écoute que dans la langue maternelle. Et c'est très compliqué à mettre en place le suivi parce qu'il faut des interprètes, il faut mettre en place toute une procédure qui a un certain coût, donc il faut trouver des fonds, un processus qui nous permette une prise en charge parce que nous n'avons pas beaucoup d'argent. Et en tout cas, on n'en a pas les moyens. L'ethnopsychiatrie, c'est s'intéresser aux désordres psychologiques en fonction du lieu de naissance du patient, de là où il a grandi, de sa culture, de ses croyances. En fait, c'est de la psychiatrie en tenant compte du contexte socio-culturel. Je vais poursuivre cette discussion avec Esther Daubis. Elle dirige le pôle transculturel de l'hôpital psychiatrique Sainte-Anne. La question de la santé mentale existe depuis toujours et partout. C'est une question qui a traversé toutes les époques et toutes les cultures. Mais on n'y répond pas exactement de la même manière partout. Par exemple, l'analyse des rêves. On n'a pas commencé avec Freud. Dans la Grèce antique, on analysait les rêves à Athènes. Vous veniez plusieurs jours quand vous aviez une problématique, mais très large. C'est la maladie, la malchance, en amour. Vous veniez au Parthénon, passer quelques nuits et vous veniez rencontrer des dieux, des génies de la nature, des morts, qui allaient mettre en forme quelque chose dans le rêve que vous rapportiez après à un spécialiste qui allait vous produire une analyse et vous dire « alors maintenant tu vas faire ça, plus ça, dans le concret, dans le réel, pour pouvoir répondre à ton problème ». Et c'est comme ça qu'on soignait dans la Grèce antique.
Donc la question du psychologique fait peur à beaucoup de monde, que ce soit ici en France, quand on est franco-français, mais quand on vient d'un monde traditionnel où le mot de psychologue, le mot de psychiatre, la pensée autour du psychologique n'existe pas, c'est très déstabilisant pour les patients, pour les familles qui viennent d'ailleurs, de se retrouver avec des psychologues. Et même le terme de psychologue peut même les faire fuir. Donc, ce qu'ils vous disent en premier, c'est « moi, je ne suis pas fou ». Si votre père a besoin d'aller voir un marabout, je me dis que si on en reste qu'aux outils occidentalisés d'aller voir le psychologue pour parler de ses conflits, de son mal-être, il va manquer quelque chose. Le marabout va agir sur d'autres dimensions de la conceptualisation de la maladie. En fait, j'essaye aujourd'hui de comprendre comment pouvoir en parler avec mon père, et c'est une chose que j'ai jamais osé faire. Et en fait, moi, j'aimerais qu'il me raconte ce qui s'est passé dans sa tête. J'ai envie de vous dire, tentez de le faire parler de ses origines, tentez de remonter un peu le temps et de savoir qui il était avant que le monde bascule. J'ai très peur du rejet. Et j'ai peur aussi que ce soit très douloureux, puisqu'en fait, quand on arrive à trouver un équilibre, ce qui est le cas de mon père aujourd'hui, j'ai pas envie de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Et je pense que lui ne serait pas très à l'aise de me parler de marabout. Ce qui est douloureux pour les personnes qui viennent d'autres mondes, c'est d'être traversées par la honte par rapport à toutes ces pensées traditionnelles, qui sont d'une grande richesse et qui sont d'une grande pertinence. Les marabouts, vous les trouvez aux quatre coins du monde, en réalité. Je me sens pas encore tout à fait prête à poser des questions à mon père. Allô ? Tata, ça va et toi ? Eh ben, écoute, je suis en bas, enfin j'arrive, et je me souviens un tout petit peu, je crois que je suis vers le parking, là où tonton là, il nous amenait. D'abord, je décide d'aller voir ma tante Maguette. Ouais, c'est ça. C'est la grande sœur de mon père. Elle le connaît mieux que personne. Je crois que c'est là. Elle l'a beaucoup aidé et comme lui, elle a grandi au Sénégal. Ah. Elle est arrivée en France pour faire ses études quelques années avant lui. Tata. Ça va ? Ouais. Et toi ? Mais très bien. T'es pas trop fatiguée là pour... Non, ça T'as eu tout ça là ? Oui. Ah, je l'ai vu, j'ai dit, elle est équipée là. Ouais, c'est ça, exactement. Elle est équipée. Attends, hop, je pose tout. Je suis pas venue depuis... Ah ben oui. Depuis longtemps, moi, ça date quand même. Hein. Ça va bien. Non mais depuis, je sais pas, 20 ans. Ah, 20 ans. C'est ce que Moi, je te je te disais disais. 10 ans. Hein. non, je t'ai dit que plus que ça. Comment est-ce que t'as appris que papa, il était malade ? Il se plaint jamais. Il disait pas ça va pas, il disait pas ceci, cela et tout ça. C'est ta maman qui nous a appelé quand il disait voilà, il faut venir, ton frère et il est parti, je ne sais pas où, il a fait un grave accident parce que voilà, on l'a amené à l'hôpital et tout ça. Nous, on est parti en courant et tout ça et on l'a trouvé, il était presque dans le coma. L'accident. C'est le mot que ma tante choisit pour parler de la tentative de suicide de mon père. Dans ma famille, il y a des mots qu'on ne prononce pas. Un matin, mon père s'est jeté sous les rails du RER B. Il a été projeté à 8 mètres et le train lui est passé dessus. S'il est encore là aujourd'hui, c'est un miracle. Ma tante a découvert très tard que mon père était malade. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi mes parents ont décidé de ne pas en parler. Au début, je pense qu'on va faire avec et qu'on va s'en sortir. Jusqu'au jour où, ce jour de juillet 2001, c'est tombé comme un coup, comme une évidence à ce moment-là. Ça fait donc 6 ans qu'il est malade. Et donc... Je vais décider de divorcer. Je sais qu'en décidant ça, je sais que pour lui, enfin, il risque de ne pas s'en relever, en fait. Je l'abandonne. Encore. Après l'avoir interné, cette fois, il y a une forme d'abandon. Et c'est horrible. Mais moi, je n'arrive plus à faire face. Je suis
souvent en colère. Et en fait, je sais que je voudrais qu'il soit en colère, puisqu'avant, il était colérique quand il allait bien. Là, il n'est plus jamais en colère. Il est totalement apathique avec les traitements. Je décide de divorcer. Je sais que pour lui, c'est catastrophique, parce qu'il m'avait demandé à ce qu'on fête nos 10 ans de mariage, en fait. On a tellement voulu y croire avant. Et en fait, la décision, pour moi, est une libération. Parce que sinon, j'ai l'impression qu'on va tous sombrer dans la folie et que je ne peux plus le porter, en fait. J'ai l'impression de le porter à bout de bras. Et là, je ne peux plus. Puisque lui, il n'est pas en mesure de s'occuper de lui-même. Hein. Il est très, très sale. Hein. Il ne se nourrit pas. Il ne s'occupe pas de lui. Il fume là, en permanence. Hein. Il maigrit. Il va très, très mal. Il ne parle plus, il s'est isolé. Il s'est coupé de ses amis. Il s'est coupé en partie de sa famille. Hein. En ne leur disant pas la vérité, il a toujours des contacts avec eux, mais il ne leur a pas dit. Il leur a pas dit qu'on voulait divorcer, enfin que j'avais demandé le divorce, pas qu'on voulait, parce que lui il ne veut pas. Et ça va être un choc terrible pour ses sœurs, pour sa famille, puisque ensuite il va attenter à ses jours. Tu vois, moi, on m'a jamais expliqué ce que c'était sa maladie, en fait. C'est quoi ça? Sa maladie, moi, c'est à l'hôpital qu'ils m'ont parlé qu'il a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. J'ai dit comment c'est venu, truc et tout ça. Mais j'ai dit, vous savez, cette maladie, c'est partout dans le monde, il n'y a pas que lui. Et au Sénégal, comment est-ce qu'on parle des maladies comme ça? Comment est-ce qu'on parle de ça? Est-ce qu'on n'en parle pas, d'ailleurs? Bon, c'est l'hôpital psychiatrique aussi, il y en a au Sénégal. Hein. Il y en a partout dans le monde. Au Sénégal, les gens, ça arrive que dans une famille, quelqu'un a cette maladie-là, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de le soigner, avec des racines, des machins, des trucs et tout ça, ramener à un tel endroit pour la laver, etc. et tout. Il y a d'autres qui l'amènent directement à l'hôpital. Mais quand même, les médicaments, ça a changé papa, parce que tu vois, moi... Oui. On me parle de mon père d'une certaine manière, et moi, j'ai jamais connu mon père comme ça, tu vois. Oui, non, mais il ne faut pas pleurer, tu sais. Je comprends que déjà, tu voulais que ton papa soit très proche de toi, qu'il s'occupe de toi comme tu veux, comme une petite fille, quoi, tu vois, qui a besoin de son papa et tout ça. Mais je sais que ton père, il a un cœur gros comme ça. Il est très, très, très gentil. Mais je crois que, quand même, moi, je ne reconnais plus mon frère que j'avais avant. Je te le dis. Quand je le vois... Moi, très sincèrement, ça me fait de la peine pour te dire, c'est ton papa. Mais il ne faut pas lui en vouloir. Je crois que dans son cœur, dans sa tête aussi, il pense beaucoup aussi à tout ce qui s'est passé derrière. Et sa belle vie qu'elle avait, son travail, sa voiture, son argent, le bien qu'il avait, etc. Et tout ça. Du jour au lendemain, il est resté non seulement à ne pas avoir déjà une bonne santé, ne pas être comme il était avant. Et des fois, ça le travaille aussi. Elle m'a raconté un truc aussi que je savais pas, moi, qui m'intéresse beaucoup, que papa, il était retourné au Sénégal voir un marabout, et qu'il avait pris de l'eau, qu'il avait pris des gris-gris, parce qu'il disait... moi, je suis sénégalais et je peux pas me soigner dans un hôpital psychiatrique, tu vois. Je suis pas au courant de ça. Je te promets. Ah ouais. Je suis pas au courant de ça. Et moi, ça m'intéresse. Tu sais que j'étais dans un... Quand il était marié, il n'est pas retourné au Sénégal. Il est retourné au Sénégal? Tout seul, ouais. Ah, ça, je me souviens. Tu vois, je suis pas au courant. Je me rappelle pas de ça. Je sais pas. J'ai l'impression que ça gêne ma tante d'en parler. Peut-être qu'on ne me dit pas tout. Et ça me rend triste parce que je pense que mon père devait se sentir très seul. Pendant 5 ans, sa vie est rythmée par les allers-retours en hôpitaux psychiatriques. Ses sœurs, ses amis ne sont pas au courant. Ma mère le couvre comme elle peut en s'occupant de mon frère et moi. Et tout ça jusqu'au divorce. Jusqu'au jour où il décide d'en finir. Tu crois que là, si je posais toutes les questions que je t'ai posées aujourd'hui, papa, il me répondrait? Je sais pas. Tu sais qu'il ne faut pas J'ai peur qu'il trop soit fâché contre moi. Non, ne pas trop le bousculer.
Mais d'aller vers lui, en parlant avec lui, peut-être qu'après, il va pouvoir te parler. On a été éduqués d'une manière que des fois, c'est toujours fais ça et tais-toi, de trucs et tout. Tu ne t'exprimes pas comme tu veux. Bon, maintenant, comme je suis partagée entre les deux cultures, il y a des choses que, je peux dire sans aucun problème, en fait. Ça vous permet de pouvoir garder votre tête sereine. J'ai l'impression que cette maladie, elle m'a volé mon père. Au point que j'ai du mal à aller le voir. Je lui ai demandé de participer à ce podcast et il m'a dit non. Sans que je sache vraiment pourquoi, il m'a rappelé quelques jours plus tard en me disant de passer un soir. Je crois que ça fait 2 ou 3 ans que je suis pas venue. J'ai pas grandi avec mon père. Et on se voyait que très rarement. À l'âge adulte, on avait presque coupé les ponts. Dans le métro, en allant chez lui, j'ai la boule au ventre. Mais pourquoi est-ce que je fais ça ? Mon père, il a refait sa vie, il a une femme, il a 2 enfants. J'ai peur d'être intrusive. J'ai peur de lui faire de la peine. Papa ? Papa ? Coucou, Bonjour. ça va ? Oui, et toi? Bah, tu m'as pas entendu ? Non, Je sonne depuis tout à l'heure. non, je t'ai pas entendu, ça répond pas. Ça va ? Ça va? Tu vas bien ? Ouais, et toi? T'avais oublié que je venais ? T'avais oublié que je venais ? Non, j'ai pas oublié. Parce que je t'avais dit jeudi soir. Oui, jeudi soir, oui. Mon père me fait un café. Non, pas de sucre, moi. Pour la première fois de ma vie, on fume une cigarette ensemble. On s'installe dans le canapé. Et moi, je suis un peu gênée d'être là, avec mon micro. Merci. Mais lui, je le sens heureux de me retrouver et prêt à répondre à mes questions. Est-ce que tu te souviens aussi un peu quand ta maladie, elle a commencé un peu ou pas ? Ah, ma maladie, oui, elle est arrivée tout d'un coup. J'étais dans la maison. Tout d'un coup, ma tête est complètement retournée. Et puis, j'ai déliré, quoi. Tu sais que moi, j'ai déjà vu pas mal de psy parce que j'ai peur d'avoir ta maladie. Je sais même pas comment ça s'appelle, en fait. Psychotique. Il se passe que tu perds la tête. Et aujourd'hui, ça t'arrive encore ? Non, ça m'arrive plus parce que je prends des médicaments qui m'évitent d'avoir des troubles. Mais ces médicaments, est-ce que ça te fatigue ou pas ? Non, ça ne me fatigue pas. Ça m'endort. M'endort le soir, quoi. Tu sais que j'ai décidé d'aller voir aussi un... C'est pas genre un marabout, mais c'est quelqu'un qui... Tu vois, c'est pas genre un médecin, mais c'est un peu alternatif. Et parce que, tu vois, je sais pas, comme j'ai pas connu mes ancêtres, tout ça, je pense que c'est important. Et toi, est-ce que tu as déjà essayé d'aller voir un marabout ? Est-ce que... Non, je crois pas, moi, le marabout. Parce qu'il y a un moment où toi, t'es reparti au Sénégal. Oui? Et t'as pas été voir un... Non? Comment ça, tu crois pas ? Parce qu'il y a des guérisseurs. Pas Oui, il y a forcément des guérisseurs, oui. Et t'as pas été voir un guérisseur ? Non, j'ai pas été. Et pourquoi t'as pas voulu ? Mais parce que j'y passais pas. Pourtant, au Sénégal, ça se fait, et les gens, ils font Oui, ça se fait, oui. Et j'ai pas été. Et là, aujourd'hui, tu te sens comment, toi ? Je me sens bien, oui. Je sais pas, quand on était petit, ça ressemblait à quoi quand ça arrivait ? J'arrive pas à comprendre, tu vois. J'ai la même maladie que ma mère, quoi. Ma mère, elle a eu la même maladie. Elle est morte avec. Elle se soignait ? Oui, elle s'est soignée, oui. Elle prenait des médicaments. Mais des médicaments d'où ? De qui ? De quoi ? De la pharmacie. Elle allait voir un psychiatre ? Oui, Il y avait déjà ça au Oui. Sénégal ? oui. Et toi, tu penses pas du tout que d'aller voir d'autres médecins, ça aurait pu aider ?
Parce que, en fait, en même temps, avec si on vient d'une différente culture, c'est pas pareil, tu vois. Toi, t'aurais pas voulu. Non. À ce moment-là de l'enregistrement, j'ai envie de tout arrêter. Mon père et ma tante affirment qu'il n'y a pas eu de marabout. L'idée même que je leur pose la question semble les choquer. Pourtant, ma mère me dit précisément l'inverse. Ethnopsychiatrie ou pas, savoir comment mon père s'est soigné n'a plus de sens pour moi. Et puis, je n'ai plus envie de savoir. Parfois, on se raconte nos propres histoires pour se protéger. Parfois, on a besoin d'oublier pour guérir. Ce que je découvre quand même aujourd'hui, c'est que cette maladie est probablement héréditaire. Ma grand-mère, Diarra, était malade elle aussi. Diarra, c'est mon deuxième prénom. Ma peur, elle ne vient pas de nulle part. Est-ce que t'as déjà eu peur que nous, on ait cette maladie, Benjamin ou moi, ou les enfants? Oui, j'ai eu peur. J'ai eu peur, mais comme tu n'as pas jusqu'à 30 ans, je pense que c'est déjà passé, quoi. Parce que toi, c'était à quel âge? À 25 ans. Ça enregistre, là? De quoi? Ça enregistre? Oui, mais j'enregistre tout, mais je coupe après. Tu me dis si t'as pas envie. J'ai plus envie maintenant. Pourquoi? Mais parce que je t'ai raconté ma vie. Mais t'imagines, ça, c'est des questions que j'ai jamais osé te poser. Mais c'est bien. C'est bien. Bah oui, je sais, mais parce qu'on se voit jamais. Ouais, c'est vrai qu'on se voit pas beaucoup. Pour la première fois de ma vie, on a une vraie discussion tous les deux. En fait, si je fais ce podcast, c'est peut-être juste un prétexte pour parler avec ma famille. Et enfin poser les questions qui m'obsèdent depuis des années. Je lui demande comment est-ce qu'il parle du divorce et de son accident quand j'avais 7 ans. J'aimais beaucoup ta maman. J'étais amoureux. Même quand on a divorcé, moi je ne voulais pas. Hein. C'est elle qui voulait divorcer. Vraiment, ça m'a fait de la peine, quoi. Pourquoi elle voulait divorcer? Elle voulait divorcer parce qu'elle ne m'aimait plus. C'est pour cela. Et tu penses que c'était aussi à cause de la maladie ou pas? Oui, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça, quoi. Et il y a eu aussi un accident. Un accident? Ouais. T'as eu un accident avec un train. Oui. Il s'est passé quoi, en fait? Je voulais me suicider. Parce que j'en avais marre de la vie. J'étais découragé. Voilà. T'en avais marre de quoi? T'en avais marre de... Pourquoi t'en avais marre? J'en avais marre de vivre. Voilà. T'y repenses parfois à ce moment? Non, j'y pense pas. J'y pense plus. Mais je regrette quand même de l'avoir fait. Hein. Je regrette de l'avoir fait parce que je me suis dit que j'ai failli passer, quoi. Voilà. Et toi, tu rigoles, ça me donne envie de pleurer, moi. Oui. Imagine, sinon aujourd'hui, je serais orpheline. Oui. Ça me fait bizarre de parler de ça avec toi. Bah, je ne savais pas que tu savais. Je ne m'attendais pas à cette réponse. Mon père est finalement le seul à employer le mot suicide. Est-ce que l'ethnopsychiatrie aurait pu sauver mon père? Bah ça, je le saurais jamais. Et je repense à ce que me disait Esther Dobis au début. Si je veux comprendre mon père, il faut que je sache qui il était avant que son monde ne bascule. Bah, est-ce que tu peux me raconter un peu ton enfance au Sénégal? C'était comment? Mon enfance? Ouais. C'était comment? Ouais. Je sais pas, t'étais comment quand t'étais enfant? C'était comment Je vivais avec mes frères et sœurs. Et puis, on s'aimait bien. Je suis revenu en France quand j'avais 17 ans. Voilà. Il en dira pas plus. Heureusement, ma tante me donne un peu plus de détails. Oh, on a une enfance vraiment heureuse. On habitait dans une grande famille, que mon papa était fonctionnaire, qui travaillait à l'aéroport de Dakar. C'était papa qui amenait la nourriture pour tout le monde, parce qu'avec son travail, je touche du bois, parce qu'il gagnait beaucoup sa vie.
Ma mère, elle ne travaillait pas parce qu'elle était femme au foyer. On habite au centre-ville de Dakar. On avait les cinémas qui sont vraiment, qu'on regardait, les films Alain Delon, les films indiens, les films karaté, voilà, des trucs comme ça. Donc nous, notre truc, c'était aller au cinéma, quoi. Papa, Oui. il était comment quand il était petit? C'était quoi son caractère un peu? Son caractère trop gentil. C'est pas une personne qui faisait des histoires ou posait des problèmes. Nous sommes 7 dans la famille, c'était le seul garçon. Donc le seul garçon, c'était quelqu'un qui était vraiment jovial. Et puis il paraît que, bon, moi j'étais pas là-bas, parce que j'étais déjà en France, mais il paraît que bon, il y avait plein de copines, machin, qui venaient à la maison, que ton frère, à mes petites sœurs, ah ton frère, oui, on l'aime bien, parce qu'il est beau, il est denis, tout ça, bon. Séducteur, papa. Voilà, c'est ça encore, tu vois. Mon père arrive en France en 1985 à 17 ans pour faire ses études et jouer au foot. Il arrive avec une image d'Épinal de la France construite à travers de vieux films français. Il rencontre ma mère à 21 ans. L'enjeu de la double culture n'a pas existé seulement dans la maladie, mais dans toute l'histoire de ma famille, dès la rencontre de mes parents. J'ai rencontré ta maman chez Maryse. J'ai pris son numéro de téléphone. Et puis après, on s'est revus, quoi. Et puis c'est parti. La rencontre avec ton père, elle s'est faite chez ma sœur Maryse. Très vite, on a été amoureux. Il est très dynamique, il fait beaucoup de choses. Je suis contente, il me parle du Sénégal, de sa famille. On va voir sa sœur, ses neveux, son beau-frère. Tout se passe bien, tout est fluide. Et pendant 2 ans, on va vivre ensemble avant de se marier, parce que je sais qu'on décide de se marier quand on termine nos études. Ma mère, elle a grandi avec ses 3 sœurs à la campagne. Mes grands-parents, c'étaient des paysans catholiques normands très modestes. À 20 ans, elle a déménagé à Paris pour faire ses études. Au début de la relation avec mon père, il y a eu quelques difficultés. Et tu te souviens de la première fois que t'as rencontré papy et mamie du côté de maman? Oui, C'était comment? c'était froid. Ils étaient un peu racistes, quoi. Ils aimaient pas trop les Noirs, quoi. Ton grand-père, il me parlait pas, hein. Il me parlait pas. Ça t'a fait de la peine? Ouais. Et puis après, avec le temps, ça s'est amélioré, et puis ils m'ont aimé, quoi. Il y a eu d'autres moments de racisme dans ta vie ou pas? Non. C'est la seule fois. Ouais, c'est la seule fois, oui. Je présente ton père à mes parents. Lui, il était musulman. C'est quelque chose qui inquiète beaucoup des deux côtés, du côté des deux familles, qui s'interrogent sur comment on éduquera nos enfants. Est-ce qu'on les baptisera, est-ce qu'on les baptisera pas? Le mariage, est-ce qu'on va se marier selon les rites catholiques, musulmans, etc. C'est pas un souci pour nous, on s'en fout, mais complètement, on prend ce qui nous arrange et on laisse ce qui nous dérange. Même si pour ma mère, la différence était sans importance, mon père a bien vécu du racisme. Ça n'empêche pas mes parents de se marier quelques années plus tard. On était une 50aine de personnes. Et puis, il y avait mes copains qui sont venus. Et c'était bien. On a dansé, on a fait la fête, tout le monde était content. Les Normands, ils étaient comment? Les Normands, Ouais. ils étaient curieux de nous voir danser. Mais parce qu'il y en avait quelques-uns qui n'avaient jamais vu de Noirs. Ouais. Ça a été une fête magnifique. Les Sénégalais ont mis beaucoup d'ambiance parce qu'ils ont dansé dès le début du repas, alors que dans ma famille, on danse très très peu. On est assez coincés quand même physiquement. Et voilà, Tata Gallo. Yacine, tu vois? Tata Yacine. Ah ouais! Ton mari est là. J'étais sur mon 31 là. J'étais sur mon 31, comme on dit. Maryse. Ouais. Ah oui! Oh là là, ça fait longtemps.
Franchement, il n'y avait rien à dire. La musique, elle était, la musique que j'ai entendue, à la que le. C'est toujours dans ma tête, en fait. À la que le. Et puis on se mettait à la que tout le monde danse. À la que le. Tu sais que tout le monde était levé dans la salle et tout ça. Ben, on a mis l'ambiance et tout. Et après, tout seul, tout le monde, les gens qui étaient coincés et tout ça, ils étaient là. Même des gens qui ne savaient pas danser. Bon, tout le monde dansait. C'était le mariage du siècle à cette époque-là, parce que nous se disions que quand même, c'est vrai que le mariage mixte, on n'en voyait pas beaucoup. Je suppose qu'eux aussi, ils avaient des a priori, et nous aussi. Donc, du coup, voilà, au début, mais après, c'était tellement génial que, bon, je pense que quand même, ce souvenir est resté dans la mémoire de tout le monde, quoi. Je crois que c'est 92, le mariage. Que 2 ans avant ma naissance, alors. C'est fou. Je sais pas, moi, mais je sais pas, c'est la date là exacte que j'ai oubliée. Attends, mais ils l'ont pas mis dedans. Attends, tu sais quoi, je peux appeler maman pour lui demander quand même. Ouais. Ah là, j'ai oublié la date, hein. Je te jure. J'ai oublié la date. Maman? Oui. Ça va? Oui. Je suis avec Maguette et Radim. Oui. Et on se demandait c'est en quelle année le mariage? 91. 91. Ah, 91. Ok. Bonjour Francine, comment vas-tu? Bonjour Maguette. Tu vas bien, en pleine forme? Oui, ça va bien, toi aussi? 26 ans sans s'adresser la parole. C'est peut-être ça que je cherchais dans le fond, mon héritage culturel. En tout cas, je suis ravie déjà de t'entendre, Francine. Ben oui, de toutes les façons, à plus tard alors. On aura l'occasion de beaucoup discuter. C'est comme ça que je me retrouve un micro à la main à faire un tiep dans la cuisine de ma tante. Les yettes, c'est ça, tu vois. Si je me pose autant de questions, c'est parce qu'il y a une partie de moi manquante. Je suis métisse, j'ai 2 héritages culturels, mais l'un a pris le dessus sur l'autre. Et c'est peut-être ça que je veux réparer. Je cherche un équilibre entre les deux. Je me demande, avec mon obsession pour les marabouts, est-ce que c'est pas moi qui ai besoin d'ethnopsychiatrie ? Les métisses culturelles ont encore plus de questions. Parfois, on est métisse génétiquement et on n'est pas totalement métisse culturelle équilibrée. C'est-à-dire que vous êtes 50-50, vous avez un parent français et puis un parent, par exemple, qui vient d'Afrique. Et en même temps, s'il y a eu de la déliaison, s'il y a eu de la rupture de lien, si vous êtes dans le cadre d'une forme de mésalliance, c'est-à-dire de rapport de force entre les 2 lignées, eh bien, il y a une déperdition. Et on n'habite pas ces 2 mondes exactement de la même manière. Donc, il y a un monde qui vous rapte plus qu'un autre. Et les enfants qui ont grandi ici, lorsqu'ils ont eu des pudeurs autour du questionnement des parents, parce que c'est pas si évident que ça, de ramener les parents en plus qui ont été dans une dynamique où ils se sont vraiment délestés, où ils ont mis de côté tout un tas de choses, de revenir là-dessus, c'est vraiment très, très compliqué. Du coup, on arrive adulte avec tout un tas de questions. Toi, tu y retournes au Sénégal? Non, Pourquoi tu y retournes pas? mais parce que je préfère rester ici. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est ce que je Mais préfère. pourquoi tu préfères ici? Parce que j'aime bien la France. Mon père, il ne nous a jamais parlé wolof. Il n'a plus de passeport sénégalais. Il nous lisait que du Victor Hugo. Il se vantait de manger du fromage plus que les autres. C'était sa manière à lui d'être plus français que les Français. J'ai l'impression que si mon père a choisi de se soigner à l'occidental, c'est par volonté d'assimilation. Gommer ses spécificités culturelles pour appartenir à un groupe majoritaire. À mon sens, l'assimilation, c'est une forme de violence, puisque ça demande à la personne d'effacer une partie de son identité. Ton père est conscient du fait d'être noir en France. Il est conscient du racisme. Il est conscient, mais je crois qu'il ne veut pas le savoir. Il veut être français. Il veut vivre comme un Français en France. Et si on lui envoie cette image, il n'en tient pas compte. Il la rejette. Il y a eu d'autres moments de racisme dans ta vie ou pas? Non, C'est la seule fois. ouais, c'est la seule fois, oui. Moi, je deviens consciente du racisme à chaque fois qu'il y a un phénomène qui va démontrer qu'il y a une différence de couleur entre lui et moi.
Je me rappelle d'un contrôle policier avec toi, bébé. Ça a été marquant. Et un policier nous arrête et c'est lui qui conduisait. Moi, je suis passagère. Et quand il voit le bébé, il change complètement d'attitude, le policier. Il voit qu'on est un couple constitué, sérieux. Et il a changé d'attitude, comme si le fait d'être ensemble avant pouvait être préjudiciable. Et puis avec ton père aussi, hein, une fois j'ai rencontré un skin. Et ce jour-là, moi j'ai eu peur, hein, parce qu'il était... Enfin, je le ressentais comme potentiellement très violent, donc j'avais eu très très peur. Et Papa, il avait réagi comment? il n'avait pas, pas relevé plus que ça, en fait. Il avait l'air de se dire, bon, ça arrive, faut surtout pas réagir, quoi. Tu crois que je devrais plus te poser de questions? Ben, bien sûr. Je demande des trucs, faut pas dire que papa, moi je suis ouvert. Hein. Bah je sais, mais je sais pas pourquoi j'avais le trac. J'ai encore des questions auxquelles la médecine n'a pas de réponse. On sait qu'il y a un facteur héréditaire dans les troubles psychiatriques. On sait aussi que les personnes qui migrent d'un pays à un autre ont beaucoup plus de risques de rencontrer des troubles au cours de leur vie. Ce qu'on sait moins, c'est pourquoi au sein d'une famille, certains tombent malades et d'autres non. Quels sont les éléments déclencheurs? Allez, bonjour. Bisous papa. À bientôt. Pour mon père, je suis persuadée que sa volonté d'assimilation est l'un des déclencheurs. Il ne voulait être que français. Et en rejetant une partie de lui-même, il s'est perdu. Il a perdu la tête. Bisous papa. Dans la vision utopique universaliste de mes parents, peut-être qu'ils n'ont pas vu que le métissage, c'est aussi et trop souvent l'effacement d'une des deux cultures. Si j'ai peur de devenir folle, c'est peut-être parce que j'ai peur de ne pas savoir qui je suis. J'ai peur de ne pas trouver un équilibre. J'espère qu'un jour, mon père acceptera qu'on parte ensemble au Sénégal. Peut-être que là-bas, il retrouvera une partie de celui qu'il était, et moi, peut-être que je retrouverai celui que je n'ai jamais connu.